Bienvenue à ce nouveau pitch Ville-la-M. À Ville-la-M, nous souhaitons participer à la société de la santé, celle qui mêle les professionnels de santé, les citoyens, les entrepreneurs, les associations, les représentations professionnelles. Et ce soir, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, à Ville-la-M et à Groupe Pasteur Mutualité, c'est celui de la détresse des étudiants en santé. Alors, ce n'est pas un petit phénomène marginal, émergent, comme ça. Des burn-out, des abandons d'études et des abandons de vie, tout court, parfois. Il y en a même pas mal dans les étudiants en santé. Alors le but de ce pitch, c'est de lever un peu le voile sur ce phénomène embarrassant. Parce que oui, c'est difficile d'admettre quand on est un professionnel de santé qu'on va craquer. Et le regard aussi des autres ne l'admet pas. Et surtout, le but, c'est d'être pragmatique et novateur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a un duo ce soir pour y répondre. Le docteur David Labrosse, Madame Ferré-Marbach. Pour l'un, médecin de santé publique et entrepreneur, le jeu, la tech, ce sont des recours pour se projeter et évoluer. Pour l'autre, présidente d'association, militer sans relâche, c'est se donner les moyens de bouger les positions. Alors, cassons les codes. Peut-être qu'on les casserons-nous véritablement ce soir, parce qu'un dialogue s'instaurera entre vous deux, peut-être, plus tard dans la salle. En tout cas, il y a toujours une bonne partie consacrée à l'échange, et il se prolonge plus tard dans la soirée. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Il me revient la lourde charge de démarrer ce débat, cette discussion. Pour commencer, je vais vous présenter la LIPSEM, qui est l'association dont je suis la présidente. La LIPSEM, c'est une association qui finalement est née de ce constat d'un mal-être absolument incroyable chez les étudiants en santé. On l'a dit, c'est des suicides, des burn-out, des abandons d'études. Ce sont vraiment des situations extrêmement dramatiques. Et donc, face à ces situations, on se rend compte qu'il ne se passe pas grand-chose finalement. En fait, en moyenne, et encore c'est une moyenne approximative, il meurt en moyenne un interne chaque mois en France. Voilà. Le mois dernier, il n'y a pas plus tard que 15 jours, j'ai été appelée par une famille dont le fils, début mars, s'est donné la mort à la suite de problématiques de harcèlement. Donc ce n'est pas un problème qu'il faut rejeter, c'est quelque chose qu'il faut savoir affronter. Et c'est ce que nous avons choisi de faire. Et donc nous avons créé une association, j'ai l'impression que, ouais, une association qui s'appelle la Ligue pour la santé des étudiants et internes en médecine. C'est bien la Ligue pour et pas contre, parce qu'il s'agit justement d'aider et de faire en sorte que les choses changent. Donc c'est une association récente, elle a été créée le 2 mai 2020. Nous l'avons créée avec des familles qui ont été touchées par des drames, avec des jeunes aussi. Et depuis 2020, je milite, et nous militons pour un certain nombre de choses. Et l'idée, c'est finalement de rompre l'omerta qui règne autour de ce sujet-là, de faire en sorte que l'oubli, l'indifférence du système par rapport à ces drames cesse, et surtout qu'on fasse le nécessaire pour que s'arrêtent ces situations. Donc ça passe par plusieurs choses. D'abord, essayer de mieux faire connaître le sujet, et c'est aussi pour ça que je suis là, oser en parler, oser dire que finalement c'est un sujet important qui touche les jeunes, qui touche les familles, qui touche les patients. Et puis,
lutter par tous les moyens pour que les conditions de travail, de formation de ces jeunes s'améliorent et deviennent tout simplement décentes. Voilà. Alors ça passe par plusieurs choses, hein. C'est d'abord de l'information, de la communication. C'est aussi un positionnement un peu de lanceur d'alerte pour essayer de faire bouger le système, de faire bouger les personnes qui sont en situation de responsabilité. Il s'agit de mobiliser un peu l'opinion publique et les responsables politiques, administratifs. Et puis, il s'agit aussi de faire de la prévention et de soutenir les personnes qui souffrent. Et les personnes qui souffrent, ce sont les jeunes, bien sûr, mais ce sont aussi leur entourage, leur famille, leurs proches, leurs amis. Et cela, on les oublie un peu trop souvent. Donc voilà pour l'association. Alors moi, là-dedans... moi, je ne suis pas médecin, c'est un gros défaut peut-être, mais voilà, je ne suis pas médecin, je suis DRH, voilà. Et donc, en tant que DRH, bien évidemment, ces sujets de santé au travail, de prévention des risques au travail, et notamment des risques psychosociaux, sont des sujets que je connais depuis très longtemps. Parce que ça ne vous a pas échappé, j'ai quelques cheveux blancs et donc quelques années professionnelles derrière moi. Je suis également mère de 3 enfants, de 3 filles. Et la deuxième de mes filles, prénommée Élise, avait choisi de faire des études de médecine avec une vocation très précoce. Et bon, elle était brillante et passionnée par les études qu'elle avait choisies. Et malheureusement, le 2 mai 2019, elle a mis fin à ses jours à la suite d'un burn-out, d'un épuisement professionnel. Et donc, depuis, j'ai décidé de créer cette association 1 an, jour pour jour, après sa mort, c'est-à-dire le 2 mai 2020, en plein confinement. Mais bon, rien ne nous a arrêtés. Et l'idée, c'est justement de faire bouger les lignes, c'est de casser les codes. C'est de faire en sorte qu'on en parle et qu'on agisse surtout. Qu'on agisse pour que ces jeunes en difficulté puissent enfin vivre des études sereines. Et puis aussi pour que les familles, leur entourage ne soient plus laissés pour compte. Alors moi, j'ai quelques convictions dans ce domaine que je voulais vous partager, mais on peut en discuter. D'abord, pour éviter les risques, faut peut-être commencer tout simplement par respecter les règles. Voilà. Il y a quand même des règles. On parle du code du travail, à l'hôpital public, c'est pas le code du travail qui s'applique, mais c'est quand même l'équivalent, hein. Et donc, il y a des règles en matière de prévention, il y a des règles en matière de respect du temps de travail, et ces règles doivent impérativement être respectées pour éviter les risques. Donc, il ne s'agit pas d'aller chercher des choses compliquées, commençons déjà par simplement respecter les règles que nous nous sommes nous-mêmes fixées. Deuxième chose, moi, j'entends toujours, vous ne pouvez pas comprendre, vous n'êtes pas médecin, à l'hôpital ou dans le domaine de la santé, c'est pas pareil. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. L'univers de la santé, l'univers professionnel de la santé est forcément différent à ses particularités, bien entendu, mais je ne vois pas pourquoi cet univers devrait obéir à d'autres règles que les autres. Quand on pilote une centrale nucléaire, on imagine bien que les personnes qui sont aux commandes, on veille quand même à ce qu'elles aient un temps de repos suffisant pour être en capacité de réagir correctement en cas de pépin. Alors je ne vois pas pourquoi, en ce qui concerne par exemple un service d'urgence, on considère qu'il est normal qu'un professionnel de santé, au bout de 24 heures de garde, continue à travailler. Voilà, par exemple. Et puis, si je puis me permettre quand même, dans d'autres secteurs professionnels, je pense par exemple au secteur de l'automobile ou de télécommunications, je rappelle qu'il y a maintenant un nombre considérable d'années, un certain nombre de dirigeants ont été très lourdement condamnés pour bien moins que ce que nous subissons aujourd'hui et ce que nous faisons subir aujourd'hui au personnel de santé et aux plus jeunes d'entre eux en particulier. Donc, il n'y a aucune raison, et ça j'en suis convaincue, que ce soit différent dans l'univers de la santé. Dans tous les univers professionnels, on peut faire de la prévention.
Et je dirais même au-delà, je pense que c'est un sujet même de santé publique, c'est un sujet qui nous concerne tous en tant que citoyens, parce que malheureusement, nous sommes tous aussi être amenés à devenir des patients. Bon. Et moi, j'avoue que moi, je ne suis pas tranquille quand je vais à l'hôpital en tant que patiente, ou quand j'accompagne quelqu'un de ma famille. Et puis, c'est aussi un enjeu de santé publique, parce que nous manquons de médecins, parce que notre système de santé, on sait qu'il dysfonctionne, qu'il a des difficultés. Et en fait, le bien-être au travail, et ça c'est démontré, c'est la DRH qui vous le dit, si vous ne me croyez pas, le bien-être au travail, il contribue à la performance. Et donc, si nous avons des soignants qui sont heureux dans leur travail, eh bien, ils n'en soigneront que mieux les patients qui viendront les voir. Voilà. Donc je dis, moi, qu'il suffit juste d'être ouverte, d'avoir le courage de s'attaquer au sujet, d'abord d'accepter le fait que, oui, ça existe, oui, c'est comme ça, et puis d'oser se montrer un peu créatif, d'oser essayer des choses. Parfois on se trompe, parfois ça marche pas, mais au moins on avance. Alors, je vais passer vite là-dessus. Il y a des idées reçues sur la santé au travail. Alors, on dit oui, un peu de stress, tout ça, c'est motivant. Par exemple, j'en ai mis un autre. Le stress, ça fait partie du métier. Alors ça, on l'entend beaucoup dans l'univers de la santé. Alors, je ne vais pas vous les commenter plus longuement, mais enfin, très clairement, oui, il y a du bon stress. Si on n'avait pas un peu de stress et d'adrénaline, évidemment, quand on traverse la rue et qu'il y a une voiture qui arrive, on se jetterait dessous. Mais point trop n'en faut quand même. Il s'agit quand même d'être capable de réagir opportunément, mais pas de se tuer la santé en soignant les autres. Alors, je vais vous faire un petit topo rapide sur ce que sont les risques psychosociaux. Je ne vais pas vous faire un cours, mais c'est pour comprendre en fait. C'est quoi ? Alors, c'est d'abord une organisation ou un management, voire les deux, qui ne fonctionne pas bien. Donc ça se traduit par exemple, une absence d'encadrement. Ou au contraire, un encadrement qui va être trop présent. Ça se traduit par des dysfonctionnements. Alors, j'en passe et des meilleurs, mais ça va depuis l'ordinateur qui tombe en panne jusqu'aux tensions dans les équipes parce que les personnes sont fatiguées et qu'on n'a pas su organiser les remplacements pour ceux qui sont malades et que donc ceux qui sont venus les remplacer sont épuisés. Bref, c'est une organisation qui ne fonctionne pas. À côté de ça, il y a des facteurs de risque qui sont identifiés, connus et observés scientifiquement dans toutes les organisations de travail. J'y reviendrai tout à l'heure. Et en fait, tout ça fait qu'il y a des signes visibles de souffrance au travail. Et ces signes, ils sont repérables et il faut apprendre à les reconnaître pour faire de la prévention. La première chose à faire, c'est déjà de comprendre ce qui se passe et d'être capable de réagir aux signes que l'on va pouvoir observer. Alors, je voulais revenir sur les 6 facteurs de risque parce que c'est un phénomène très impressionnant au niveau du secteur de la santé. Il y en a 6. Alors le premier, ça s'appelle l'intensité et le temps de travail. Je ne vous fais pas de dessin. Je crois que tout le monde sait ce qu'il en est dans l'univers de la santé. Et j'en ai d'ailleurs parlé tout à l'heure. Déjà, si on respectait ces règles-là, je pense que ça irait beaucoup mieux. La deuxième chose, ce sont les exigences émotionnelles. C'est-à-dire, très souvent, quand on choisit le métier de soignant, c'est pas par hasard, mais c'est surtout que on n'est pas toujours préparé, surtout quand on est jeune, à ce qui nous attend. Et donc, on est confronté quand même, tous les jours, à la mort, à la maladie, à la souffrance. Et ça génère des émotions qui sont des émotions qu'il faut apprendre à gérer parce qu'elles font partie du métier, mais qui sont facteurs de risque. Oui, pardon. Voilà. Le troisième facteur de risque s'appelle le manque d'autonomie. Le manque d'autonomie, c'est le fait, en fait, de ne pas être capable ou en capacité, parce qu'on ne nous le permet pas, d'organiser son travail comme on le souhaite. C'est-à-dire que,
J'arrive le matin, je me dis, ah oui, alors je dois voir tel truc, voir tel patient, m'occuper de tel dossier, je vais faire ça à tel moment parce que je serai plus au calme, j'aime mieux travailler le matin ou le soir. Voilà, c'est ça l'autonomie au travail. L'organisation, sa propre organisation. Et en fait, dans des systèmes de travail en tension, et c'est le cas dans le domaine de la santé, on perd cette autonomie. C'est-à-dire qu'on est en permanence en réaction. On a beau avoir dit « Ah bah tiens, je vais m'organiser comme ci, je vais faire comme ça », bah, ça ne se passe pas comme ça du tout. Hein. Et c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe ? Il y en a un qui vient vous voir pour une urgence, et puis il y en a un autre qui arrive, et puis un tel qui n'est pas là, il faut le remplacer. Et de fil en aiguille, on finit sa journée en ayant l'impression d'avoir couru partout, et surtout de ne pas avoir fait ce qu'on avait prévu de faire. Et donc c'est ça, le manque d'autonomie ou la perte d'autonomie. Suivent les rapports sociaux dégradés, ça j'en ai parlé, hein, dans un système en tension, évidemment, avec des gens fatigués, qui courent partout, de l'absentéisme, eh bien, au bout d'un moment, il y a des tensions. C'est pas parce que les gens, ils sont méchants, ils sont gentils, non, c'est pas pour ça, c'est parce que ils font ce qu'ils peuvent, mais il y a un moment, ils craquent un peu, ils s'énervent, alors ça crie, voilà. Et ça, les tensions génèrent d'autres tensions. C'est ça, les rapports sociaux dégradés. C'est-à-dire que tout le monde s'énerve et l'énervement fait qu'on s'énerve encore plus. Et de fil en aiguille, eh bien, on ne travaille plus dans des conditions sereines. Autre facteur de risque, c'est les conflits de valeurs. Je l'ai dit, on ne devient pas personnel de santé comme ça parce qu'on a vu la lumière à la faculté et qu'on s'est dit, tiens, voilà, c'est pas comme ça que ça marche. En général, on choisit ce métier parce qu'on a des valeurs, parce qu'on souhaite aider, parce qu'on souhaite soigner, parce qu'on souhaite guérir. Et il se trouve que ces valeurs, eh bien, elles rentrent en conflit avec la réalité de l'exercice du métier. C'est-à-dire que, eh bien, on se rend compte que finalement, on ne fait pas comme on avait voulu, ou comme on aurait voulu, ou comme on l'avait rêvé, et que, on ne soigne pas aussi bien qu'on aurait souhaité le faire, ou même comme on a appris à le faire, simplement parce que les conditions dans lesquelles on exerce notre métier ne sont pas favorables à ça. Et ça crée des conflits de valeurs. Et le conflit de valeurs, c'est vraiment l'un des risques les plus importants. C'est un facteur de risque extrêmement important, en particulier sur ces métiers qu'on appelle, alors le terme est des métiers à vocation. Et puis il y a l'insécurité. Alors là, je vais plutôt me centrer sur les plus jeunes, les étudiants. Les étudiants, on connaît déjà leur situation financière. On sait que beaucoup d'étudiants sont dans des situations financières difficiles. Et puis par ailleurs, ils savent pas trop comment ça va se passer, quoi. Si vous prenez les études de médecine, par exemple, un interne, tous les 6 mois, le couperet tombe. Est-ce que son stage va être validé ? Où est-ce qu'il va faire le stage suivant ? Est-ce qu'il va devoir déménager ? Tout ça, ça crée une forme d'insécurité et ça ne permet pas d'être dans un cadre serein, en fait, pour faire ses études. Voilà. Si vous regardez ça, il y a 6 facteurs de risque identifiés, connus. On a coutume de dire dans une organisation de travail que lorsque 2 ou 3 facteurs sont identifiés, il faut déjà être très attentif. Il faut commencer à faire de la prévention. Or, dans les métiers de la santé, excusez-moi du peu, on est champion du monde parce qu'on coche les 6 cases. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut d'autant plus faire de la prévention. Et malheureusement, la prévention est quasi inexistante. Il y a quand même des tentatives, il y a beaucoup de choses qui se font, mais une prévention organisée, structurée, en fait, il n'y en a pas. Moi, je n'en ai en tout cas, pour l'instant, pratiquement jamais vu, en tout cas dans l'univers de la santé. J'en ai vu beaucoup dans d'autres univers, mais pas dans l'univers de la santé. Voilà. Je vais conclure sur une chose importante, c'est les signes. Parce que finalement, la meilleure prévention, même si on n'est pas formé, même s'il n'y a pas un système organisé, c'est de comprendre finalement que, il y a des facteurs de risque et on est dedans. On a été plongé dans le grand bain sans la bouée canard, on est dedans. Et après, c'est important de reconnaître ce qui va être un signe de souffrance au travail. Alors, c'est des changements d'humeur et de comportement. Alors, l'anxiété, l'angoisse, des crises de larmes, de tristesse, etc. C'est une baisse d'efficacité au travail, en particulier des problèmes de concentration au travail, genre
je lis une page et puis j'ai oublié ce que j'ai lu quand j'arrive à la deuxième page et donc je dois recommencer, ou bien j'oublie des choses, etc. Ce sont des petits soucis de santé. Alors au début, c'est pas très grave, hein, mais quand même, c'est des maux de tête, c'est du mal au dos, c'est mal aux dents. Enfin, on dit toujours, hein, quand on en a plein de dos, on a mal au dos. Ben, voilà, c'est ça. Je pense que les médecins le connaissent mieux que moi d'ailleurs. Et puis c'est aussi la consommation de produits plus ou moins licites pour tenir le coup. Or, j'insiste là-dessus quand même, hein, dans le domaine de la santé, de même que les policiers ont une arme, les médecins, ils ont un ordonnancier. Ils ont un accès privilégié à certaines substances médicamenteuses qui peuvent être dangereuses et ils ont la malencontreuse habitude quand même de pratiquer l'autoprescription. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait ma fille. Et puis il y a des changements de comportement alimentaire qu'on peut... Alors c'est dans un sens comme dans l'autre. Hein. Voilà, tous ces signes, moi j'insiste dessus parce que quand on les connaît, quand on sait les repérer, eh bien on peut parfois éviter des drames et pas des moindres. Et surtout, ce qui compte, c'est de les repérer pour soi-même, bien sûr, mais souvent, quand on n'est pas bien, on s'en rend plus très bien compte, mais chez les autres, chez ses collègues, chez ses amis. Et si on voit que ces signes commencent à apparaître de façon récurrente, durable, pas tous, hein, 2, 3, ça suffit, hein, eh bien, il faut alerter, il faut bouger, il faut faire quelque chose. Parce que oui, des solutions existent, et moi j'en suis convaincue. Alors, je ne vais pas les détailler là, mais je pense que déjà, quelqu'un tout près de moi va vous en présenter une extrêmement originale, que je trouve très amusante, moi, personnellement. Et puis, on pourra en discuter tout à l'heure, ensemble, si vous le souhaitez. Merci. Merci beaucoup pour le partage et la présentation. Bonsoir à tout le monde. Donc, je m'appelle David Labrosse, je suis donc médecin de formation, ce qui n'est pas forcément toujours une qualité par ailleurs. Personne n'est parfait. C'est tout à fait vrai. Je suis le fondateur de la société Tricky, qui était mon sujet de thèse de médecine. Si je fais une petite rétrospective par rapport à Tricky, et pourquoi Tricky, au-delà du nom, peut-être des questions. Notre mission, c'est principalement de s'intéresser à redonner la capacité, le pouvoir d'agir à chacun de protéger efficacement sa santé, mais aussi celle des autres. Moi, j'ai fait une spécialité qui s'appelle la santé publique. Alors, dans la santé publique, on ne fait pas forcément de thérapeutique. Et ce constat, moi, je l'ai eu assez rapidement en médecine. Je n'ai pas été vraiment un élève incroyable tout au long de ma scolarité. Je suis toujours passé, on va dire, râler pâquerette. C'est parti quand il y a un numerus clausus, quand il y avait un numerus clausus. Je suis issu d'une famille pas de médecins, ouvrier. Donc pour mes parents, c'était très valorisant de pouvoir réussir médecine, et c'était un engagement profond et une volonté, un objectif. J'étais toujours à ce niveau un peu râler pâquerette. Et puis plus le temps passait, plus vraiment je suis rentré dans une passion pour ce métier-là. Arrivé en 4e année de médecine, j'étais major de cardio. J'avais enfin découvert à fond ce que je voulais faire. Mon rêve, c'était de transplanter le cœur de Kermat. Voilà, j'avais fait un master d'ingénierie biomédicale. Et puis en 4e année, j'ai ma mère qui est décédée d'un cancer du poumon, qui a été diagnostiquée en 4e année. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quand même assez hallucinant. On était dans un métier, on est face 50% du temps à un constat d'échec, puisque 50% des pathologies pourraient être évitées. Et ça, quand on sait ça, on se dit quand même on n'est pas grand-chose, même si effectivement on fait énormément de choses en médecine. Je ne suis pas en train de dire que le curatif n'est pas important, heureusement qu'il l'est. Mais force est de constater que quand vous pouvez agir sur 50% des patients qui passent la porte de l'établissement et qui auraient pu jamais la passer, c'est quand même assez motivant pour faire autre chose. Alors, j'ai monté une boîte de production de concerts. J'avais fait plus d'une centaine de concerts en 3 ans pendant mes études de médecine, dont le Bataclan. Et puis, je suis arrivé en 6e année de médecine, l'année de mon ECN. Ma mère est décédée à ce moment-là. Et puis, je me rendais compte que la seule spécialité qui donnait finalement le pouvoir d'agir sur ces enjeux de pathologie, de non-apparition des pathologies, c'était de rentrer dans cette filière de santé publique. Parce que la santé publique, la force de ce métier-là, c'est de comprendre les déterminants de santé et d'avoir une compétence croisée qui va nous permettre d'apporter une bonne
connaissance de la santé, pas simplement en étant médecin, bien sûr, mais avoir cette compétence complémentaire qui va nous permettre de craquer des sujets. Et l'innovation en santé est un sujet, mais l'épidémiologie, la recherche, les politiques de santé sont des sujets majeurs. On ne peut pas imaginer diminuer le nombre de pathologies sur en France ou sur cette planète si on ne prend pas des décisions politiques d'envergure et pertinentes. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, pour pouvoir... Alors, c'est pas le cas dans ce bâtiment, mais prenez n'importe quel bâtiment, pour pouvoir monter à l'étage 2 ou l'étage 3, on va vous mettre des super lumières sur l'ascenseur, pour vous dire, voilà, c'est affordant, vous allez utiliser l'ascenseur, et on sait que la première cause de mortalité dans le monde, c'est la sédentarité. Bon, si demain vous faites du réglementaire, et c'est un vrai sujet, de faire du réglementaire, pertinent, vous mettez en avant la cage d'escalier, et puis vous faites déjà monter d'escalier à 80-90% de la population. Il y a des petites choses comme ça, et cette filière de santé publique, moi, elle m'a plu pour ça. Et c'était aussi l'occasion d'entreprendre. Donc j'ai fait un internat principalement sur le sujet de comment changer les comportements. Parce que ces 50% de pathologies, on les évite si on arrive à faire changer ces comportements. Et moi, le constat, c'est que j'ai vu mon père dire à ma mère « fumais-tu » ? J'ai vu les médecins lui dire, j'ai vu ses amis lui dire, je lui ai probablement dit aussi, et en fait, on a tous eu raison. Mais elle n'a jamais changé son addiction. Pourquoi ? Parce que c'est bien plus complexe que ça. C'est bien plus complexe parce que c'est écrit sur tous les paquets de cigarettes. Hein. Tout le monde le sait. Mais savoir, c'est pas forcément agir. Et ça, c'est fondamental. Et on n'agit pas pour tout un tas de raisons. Et on peut l'expliquer, notamment à travers les biais cognitifs. Et notre cerveau, il a un petit peu... comment dirais-je ? Il a un bug. Dès le départ, il a un bug qui fait qu'on va rentrer dans cette mécanique-là sur laquelle on est complètement impuissant. Et c'est vraiment le problème qu'on essaye de résoudre chez Tricky. C'était l'engagement depuis maintenant un peu plus de 7 ans. La société déploie sa solution tant sur les universités, j'en parlerai, que les entreprises. Et on fait ça sans levée de fonds, avec nos partenaires. On est une petite quinzaine de collaborateurs. Et on déploie à France entière et à l'étranger également. Je reviendrai sur ces éléments juste après. La problématique, c'est un peu celle de l'iceberg. Il y a ce que vous laissez transparaître au grand public, ce que vous dites, ce que votre comportement, votre attitude laisse transparaître. Et puis, il y a ce qu'on cache, ce qu'on n'ose pas dire, ce qu'on ne veut pas dire. Et la grande problématique, c'est d'accepter cette partie immergée de l'iceberg pour pouvoir, en fait, agir dessus. C'est pas en mettant la tête dans le sable comme l'autruche qu'on peut résoudre les problématiques. Et ça, c'est un sujet fondamental lorsqu'on parle de prévention. Ce sujet, en réalité, il concerne, et c'est l'objet de la thématique de ce soir, les étudiants. Au-delà des étudiants en santé, les étudiants en général. Si vous regardez aujourd'hui, vous avez quand même un grand nombre d'étudiants qui se disent en détresse psychologique. Et pour des raisons, on l'a dit, de sécurité financière. Il y a des étudiants qui n'arrivent pas à se payer leur propre panier repas et qui ne mangent pas à leur faim. C'est un facteur de risque de troubles dépressifs. On le sait, l'alimentation est un facteur de risque. Puis il y a aussi un monde qui change. Enfin, ça ne vous a pas échappé que quand vous commencez votre filière, le métier pour lequel vous vous formez n'existe probablement plus ou est significativement modifié lié à l'innovation. Je ne vous parle pas de l'intelligence artificielle. Et quand vous créez un monde d'incertitude, où il s'est passé quand même quelque chose d'absolument incroyable, remontez un peu le temps, une centaine d'années, pas plus. Vous aviez pas, je l'ai mis là-bas, mais le téléphone. Hein. Votre métier, il existait 50 ans, 100 ans avant. Vos relations sociales, elles étaient à périmètre de cheval, tout au plus. Vous aviez des relations sociales qui étaient moins compliquées, pas dans l'instantanéité. L'information arrivait quand vous l'aviez. Et en 100 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? En moyenne, c'est 200 notifications par jour, un téléphone. Vous allez l'activer, vous pouvez regarder à peu près 200 fois. Vous avez entre 50 et 100 mails. Vous avez ce fameux métier qui change à même que vous ayez fini vos études. Vous avez des relations sociales qui sont éminemment compliquées. Vous avez une organisation de travail qui est sous tension tout le temps, avec une quête de la compétitivité intense. Vous avez un tas de stimulations au quotidien à gérer qui amènent à ce fameux épuisement émotionnel, lorsque, en plus, le métier que vous allez exercer est hyper épuisant psychologiquement. Et c'est vraiment le métier de médecin, c'est le métier de soignant, c'est le métier de tout professionnel qui s'occupe d'autrui, parce que autrui est compliqué. Et tout ça amène à du risque. Et ça a été très bien dit juste avant, et je ne paraphraserai pas. Et le sujet, c'est que
moi, je constate tristement qu'il n'y a pas d'argent. C'est pas un marché, la prévention. Je prends la vision et la casquette de l'entrepreneur. Il n'y a pas d'argent en prévention. Ceux qui vous disent demain, je vais vous aider à faire de la prévention pour les étudiants, bien du courage. J'ai des start-upers qui m'appellent en me disant, David, voilà, je vais déposer le bilan parce que ça ne marche pas. Je dis, bien sûr, ça ne marche pas. Qui paye pour ça? Un peu à gauche, à droite, des petits budgets, mais c'est pas un marché, c'est pas un business. Vous faites une association, vous faites pas une entreprise. Les principaux intéressés à investir sur la santé sont les entreprises. Parce qu'une entreprise qui a des ressources humaines qui sont épuisées psychiquement, physiquement, c'est une entreprise qui va perdre de la compétitivité. C'est un jeu qui est gagnant-gagnant. C'est pas forcément au profit des investisseurs, du capital, c'est au profit de l'un et de l'autre, puisque c'est une relation qui est gagnant-gagnant. Et c'est ce qu'on a appelé le dialogue social. Tout seul, on fait rien. Ensemble, on va faire quelque chose d'incroyable. Mais à condition que je respecte les conditions d'exercice de la pratique, quelle qu'elle soit, quelle que soit l'entreprise. C'est pas propre aux hôpitaux, aux cliniques, c'est l'organisation de travail. Pourquoi? Parce que l'organisation de travail est un endroit dangereux. C'est un endroit dangereux. Il y a énormément de risques. Parce que c'est éminemment compliqué, c'est environnemental. Et quand on comprend donc qu'il y a un intérêt pour les entreprises, c'est devenu pour nous un marché. On est resté sur une verticale de santé publique avec les universités, mais c'est très compliqué d'un point de vue business. Je parlerai d'argent là-dessus, même si je pense que c'est pas parce qu'on génère du chiffre d'affaires que ça n'en demeure pas moins une mission. Et je crois que surtout que si on veut avoir de l'impact, il faut trouver des opportunités de marché qui sont donc importantes. Quand vous signez un établissement de santé avec 10 000, 15 000 salariés, un CHU, vous impactez la santé d'un grand nombre de personnes. Et je pense aujourd'hui que l'entreprise devient un acteur de santé. Devient un acteur de santé puisqu'il va avoir un rôle de protection de ses collaborateurs. Mais il y a encore un petit peu de boulot à faire parce qu'ils auront encore du mal à comprendre, mais ça viendra, qu'il n'y a pas que le réglementaire. Et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, si vous prenez l'absentéisme dans une entreprise, va principalement être lié aux troubles musculo-squelettiques et aux risques psychosociaux, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne suis pas DRH, je plaisante, et moins au départ de feu. Pour autant, vous êtes obligé en tant qu'employeur de former vos collaborateurs au risque incendie, avec de la formation qui prend du temps et de l'argent, alors qu'en face à ça, ça ne représente pas un risque a priori majeur. Et là, on est dans des injonctions paradoxales, et c'est bien une problématique d'État de poser le cadre réglementaire. Donc tout ça nous amène à une innovation. Cette innovation, c'est donc mon sujet de thèse. Je vais surveiller l'heure parce que je parle beaucoup. Hop. Ça va. 10 minutes? Waouh. Alors, cette innovation, elle repose sur un triptyque. Ce triptyque, en fait, c'est une synergie qui est fondamentale sur 3 éléments qui, si vous en faites qu'une partie, eh bien, finalement, c'est presque le 1 plus 1 font 0,5. Je vous prends un exemple. Imaginez que vous êtes une EHPAD, ou un EHPAD. Vous constatez, parce que vous déclarez vos chiffres chaque mois sur des indicateurs classiques d'absentéisme, de sinistralité, d'AT-MP, etc., accident de travail, maladie professionnelle, vous constatez que vous avez de l'absentéisme lié à des troubles musculo-squelettiques, porte-charge lourde. Bon. Dans les établissements de santé de type médico-sociaux, la mobilisation de la personne âgée va générer des lombalgies et des arrêts relativement longs parce qu'on va faire de la manutention, de la mobilisation de porte-charge lourde, les résidents. Comme tout bon élève, si vous identifiez ce risque-là, vous mettez en place une mesure préventive pour éviter le risque de TMS. Et puis, vous allez faire votre audit, vous vous rendrez compte que effectivement, le niveau de dépendance des patients ou des résidents nécessite d'adapter les aides techniques, et vous mettez en place une évaluation, donc vous mettez un peu d'argent, vous allez regarder, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut adapter, vous allez passer du temps à voir quel fournisseur, payer l'équipement, mettre en place l'équipement, vous mettez en place l'équipement, vous formez votre personnel, et là, personne ne l'utilise. Vous avez dépensé sur tous les éléments que j'ai cités avant, et le constat, personne ne les utilise. Donc 1 plus 1 plus 1 font bien 0, on est tous d'accord avec ça. C'est pas mathématiquement habituel, mais c'est le constat.
La problématique, c'est que c'est la représentation de tout ça. Si en tant que soignant, je suis persuadé que je dois me dévouer corps et âme et souffrir, je suis dans un métier de sacerdoce. Donc je dois souffrir pour soigner autrui. Ma croyance, elle est limitante. Si je considère que le rail de transfert va me faire prendre beaucoup de temps par rapport à une petite mobilisation, parce que j'ai fait un petit peu de sport ce matin, tout va bien se passer, pourquoi j'utilisais le dispositif de transfert? Et si je considère que c'est beaucoup plus chaleureux pour mon patient parce que je dois le prendre dans mes bras, vous voyez, je dois avoir une relation charnelle avec mon patient, bienveillante, pourquoi je prendrais un harnais froid et austère où je le mettrais comme un sac de viande pour aller d'un point A au point B? Ça, c'est ce que nous disent nos statistiques. Et ça, c'est limitant d'un point de vue comportement. Je prends un exemple physique, parce que dès qu'on s'intéresse au psychique, là, ça devient compliqué. Descartes a fait du mal, le corps, l'esprit. En fait, tout ça est éminemment intégré. Il faut considérer que si c'est évident pour vous, ce que je viens de dire sur le corps, c'est exactement la même chose pour notre tête. Et donc, si on veut réduire ces comportements à risque, il faut pouvoir agir sur différents aspects. Il faut protéger les collaborateurs en leur donnant une capacité d'adaptation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir faire face. J'ai une situation, je sais faire face à cette situation. Et pour ça, il faut débiaiser, il faut enlever ces biais cognitifs qui nuisent à notre comportement. Par exemple, on a tous ce qu'on appelle un biais d'optimisme comparatif. Par exemple, dans la salle, qui pense conduire mieux que 50% de la population? Personne ne va lever la main. Mais si vous êtes à peu près honnête, je devrais avoir au moins 70 à 80% des gens. L'échantillon est peut-être pas significatif, mais reproduisez ça sur 1000 personnes et vous constaterez qu'on a tous ce biais d'optimisme comparatif. Et j'en cite un, mais vous en avez des centaines. Et ça nous aide dans 80% des cas. Mais dans 20% des cas, ça nous met dans le sac et ça nous amène à une forme de maintenance de nos habitudes qui sont néfastes à notre intégrité physique et psychique. Et donc c'est hyper important de ce qu'on va faire avec nos participants, c'est générer une prise de conscience. Et ça, c'est fondamental. S'il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas de changement de comportement. Et la prise de conscience, elle est faite sur une mécanique de joie, ou de modification émotionnelle, plus exactement. Pourquoi j'arrêterai mon sevrage tabagique, ou je commencerai un sevrage tabagique, ou j'arrêterai mon tabac, si, quand je fume ma clope, je suis dans un état de joie? Je vois des gens, j'ai un rituel, ça me déstresse, je me sens mieux. Toutes ces petites histoires, parce que je sais qu'au fond, elles ne résonnent pas tout à fait juste, je vais me raconter des petites justifications. Je peux mourir d'autre chose. Je connais des gens qui ne sont pas décédés de ça. Une de plus, une de moins. Voyez, c'est ce qu'on appelle, d'une certaine façon, la fameuse dissonance cognitive. Notre cerveau, il est bien fait. Il ne supporte pas de vivre avec cette dissonance cognitive. Donc on va rendre crédible cette thèse qui fait que le tabac ne tue pas. Ou peut-être les autres, mais pas moi. Et bien ça, vous l'avez sur tous les phénomènes de comportement de la vie. Tous. Et donc le sujet, c'est comment on enlève cette partie-là. Deuxième partie, c'est comment on engage. Parce que je peux prendre conscience, je me dire, ça serait bien de le faire, mais il me reste encore un pas pour le faire. Et là, il y a plein d'aspects. Et l'entreprise est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce qu'on appelle la croyance normative. Si dans l'entreprise, vous avez la cadre de santé ou le cadre de santé qui pense que parce que vous allez exprimer votre vulnérabilité psychique, vous êtes un faible, vous n'êtes pas un bon soignant, ou vous allez montrer que vous êtes peut-être demain à risque d'absentéisme, je ne pense pas que vous avez envie d'en parler. Il y a aussi les perceptions comportementales. L'hôpital vit dans des schémas qui ne sont ni bons, qui étaient ni bons, qui ne sont ni bons aujourd'hui, qui ne seront pas bons demain. La problématique du soignant à l'hôpital, c'est pas une problématique de rémunération. Je suis désolé, c'est pas une problématique de rémunération. C'est une problématique d'organisation de travail qui est néfaste aux valeurs principalement, dans les facteurs de Golak qui étaient présentés juste avant, les 6 facteurs. Vous avez un facteur qui est essentiel. On choisit médecine, on choisit infirmier, on choisit aide-soignant, on choisit de prendre du temps pour autrui parce qu'on est impliqué et que ça a du sens. Évidemment qu'il y a des enjeux de salaire parce qu'il faut bien gagner sa croûte et puis payer son caddie. Mais fondamentalement, c'est pas rien de faire ce métier. Mais quand on vous pourrit la vie au quotidien pour ne pas mener à bien votre mission, alors que c'était votre engagement, c'est d'autant plus pénible. Donc, si vous voulez, c'est très important de pouvoir protéger les individus, de les amener à changer ses comportements, mais ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Dans une entreprise,
même d'une certaine façon dans une université, il faut changer aussi le cadre. Et donc il faut changer cette norme. Et la norme, elle est pensée par de la direction, ou passée par les politiques publiques. C'est pour ça aussi que c'est compliqué d'agir sur la santé des étudiants, parce que vous ne pouvez pas forcément changer les politiques publiques. Tandis que dans une entreprise, il s'agit de la maturité de l'entreprise, à se dire j'ai envie de m'impliquer là-dedans et de changer cette organisation de travail qui pollue psychiquement et physiquement mes collaborateurs. Deuxième chose, c'est qu'il faut identifier ce qui fait vraiment mal. Alors quand on dit sur les 6 facteurs de Golag que tout est rouge, il faut tout changer. Et c'est probablement le problème de l'hôpital public aujourd'hui. C'est qu'il faut probablement tout changer. Nous, quand on fait passer les sessions, et moi j'en fais encore aujourd'hui, parce que ça m'intéresse de voir ce qui est verbalisé par les soignants, ils vous disent, mais moi c'est vendredi, ce week-end c'est Noël, je ne sais pas si je dis à mes équipes de fermer ou pas le service. Alors je leur dis, pourquoi ? Ah mais parce que on n'a pas le nombre de soignants par patient, par lit. Donc j'ai informé mon directeur des soins infirmiers, et je lui donne les éléments et mes conclusions, il me dit, recalcule. Dans le même temps, j'apprends que le service d'à côté, c'est OK. Lui, il peut fermer, il est au courant. Inéquité de traitement, manque d'autonomie, pas de confiance. Qu'est-ce que vous voulez ? À aucun moment, on a parlé de savoir si j'allais plus payer le jour de Noël ou quoi que ce soit. C'est pas ça le sujet. Donc, il faut pouvoir diagnostiquer quels sont les facteurs de risque qui nuisent à la psychologie des hommes et des femmes qui constituent nos entreprises. Et donc, il faut savoir émotionnellement comment résonne l'organisation de travail. Est-ce que j'ai de la joie quand on parle d'utilisation des outils techniques, d'EPI, pour ceux qui connaissent, de ces patients informatisés, les outils technologiques qui nuisent foncièrement à l'exercice du métier, parce que ne pas penser pour l'expérience utilisateur, donc on perd du temps sur des outils techniques au lieu de dédier du temps aux patients, la perception du soignant dont je vous parle, parce qu'on parle de l'interruption de tâches, parce qu'on parle des consignes qui sont floues. Et c'est très important de comprendre ce diagnostic, parce que la problématique, vous voyez, c'est que les décisions aujourd'hui dans l'organisation de travail, elles sont faites sur la subjectivité, sur ces fameux biais cognitifs. Mon CSE a dit ça, ou j'ai tel syndicat qui me dit ça, je veux avoir la paix du peuple avec tel cadre qui m'embête parce qu'il y a une capacité de nuisance. La prise de décision est basée sur des données qui sont irrationnelles. Et ça, c'est un vrai gros problème. Il faut pouvoir avoir des données objectives, qui ne sont pas de l'ordre de ce que j'ai entendu à la machine à café, mais de ce que dit la science, de ce que dit la statistique. Troisième élément, c'est bien de former, c'est bien d'auditer, mais il faut pouvoir actionner et mettre en place des plans d'action. Je vais vous faire voir une petite vidéo, j'ai le temps ? On est comment ? Oui, ça va ? Une petite vidéo sur ce qu'on fait pour les étudiants, et je vous ferai voir rapidement le protocole sur la partie employeur. Donc ça, c'est une intervention à Tours, qui a été menée donc à l'université de Tours chez les étudiants. Alors vous connaissez sans doute les escape games, mais en voici un peu particulier qu'on va vous présenter ce soir. Et oui, on vous emmène à présent à la découverte d'un jeu destiné aux étudiants. L'objectif, trouver dans un faux appartement des indices pour diagnostiquer la maladie dont souffre le propriétaire imaginaire des lieux. Organisée par l'entreprise bordelaise Tricky, l'activité a aussi pour but de sensibiliser les jeunes aux symptômes de la dépression. Roméo Marmin. Tout le mois de novembre, en plein cœur du campus de Grandmont, les étudiants étaient mis au défi pour découvrir de quel mal souffre Thomas. On retrouve bien les grands classiques de l'escape game, la fouille, les énigmes, les mécanismes aussi un petit peu. Donc moi je trouvais ça assez varié et j'étais assez dans mon élément. Et notre master, c'est un master de psycho du travail, donc on n'aborde pas trop ce thème, mais pourtant c'est important dans les entreprises. Donc on avait envie de l'aborder sous un thème ludique. Ah si. Bien joué. Bien joué. En résolvant les énigmes du jeu, on récupère des petites cartes correspondant à des symptômes. Après en avoir réuni 5, on peut fournir un diagnostic de la maladie. Insomnie, perte de poids ou encore idées suicidaires. Pas de doute, Thomas souffre bien d'une dépression. L'objectif, c'est de permettre aux jeunes de comprendre ce qu'est la dépression et les symptômes, de prendre conscience de l'importance de la santé mentale. Et démystifier les idées reçues autour de la dépression, une maladie reconnue, s'avère très utile pour les étudiants, puisque leur santé mentale ne va pas mieux depuis la période Covid. Pour l'année scolaire 2022-2023, presque la moitié d'entre eux souffrent d'au moins un symptôme de la maladie. Et le but, c'est justement parler d'une thématique, donc la santé mentale, d'une autre manière. Et donc effectivement, utiliser des outils un petit peu différents, on peut attirer un public qui est différent de ce qu'on peut retrouver, on va dire, de manière plus classique dans des consultations type psychologue qu'on a au SFU à Tours. Et l'initiative convainc, puisqu'en moyenne, parmi les participants qui ne voulaient pas faire appel à un professionnel de santé, 60% ont fini par franchir le pas.
D'autres outils similaires sont utilisés par le service de santé universitaire pour sensibiliser à des thèmes comme la santé environnementale ou encore le consentement. Donc voilà, très brièvement, en image, ce qu'on fait. Aujourd'hui, ça prend plus la forme de tablette, donc il n'y a pas l'aspect logistique lourd à déplacer. Donc ça se fait dans une salle de réunion d'entreprise, avec les mêmes aspects et les mêmes théories d'engagement. La particularité de notre solution, c'est qu'aujourd'hui, elle est évaluée. On est agréé dans l'entreprise pour accueillir des internes en médecine et les former dans l'entreprise. On a fait 2 tests de médecine, des articles publiés, 2 actuellement, 3 en rédaction. On a des partenaires internationaux et tout est coproduit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de santé au travail, c'est coproduit avec la CARSAT. La CARSAT qui est la partie accident de travail, maladie professionnelle de la Caisse nationale d'assurance maladie, des ARS ou des grands groupes. C'est-à-dire que c'est pas nous et notre petite innovation dans notre coin, c'est vraiment l'apport d'un expert, d'une autorité, si je puis dire, ou d'un expert simplement, avec une méthodologie. Et cette solution, on la déploie maintenant sur des dizaines d'universités. On forme et on habilite des acteurs de la prévention à utiliser cette technologie pour remplacer des solutions qui sont pas véritablement efficaces ou peu efficaces et qui ne génèrent pas de données. Je finirai juste là-dessus. Notre sujet, c'est principalement de pouvoir auditer et actionner. Donc vous voyez, par exemple, ça va être des données relatives à une université. Là, on est à l'université de Clermont. Vous voyez, typiquement, on va pouvoir... Alors, c'est peut-être un peu petit, mais si je passe en grand, j'ai l'impression que je perds mes onglets. Je perds mes onglets, bref. Donc ici, on va retrouver tout un tas de données relatives à la perception des étudiants sur le trouble dépressif, là où ils vont chercher l'information. Et tout le modèle de verbalisation, pendant 1 heure, on les amène à verbaliser sur les stratégies d'adaptation pour dérisquer, donc consulter en priorité, mais aussi les amener à être en rupture de leurs croyances qui sont limitantes sur des idées reçues qu'on a sur ces troubles psychiques. Pareil sur les épuisements professionnels. Et mettre en place des leviers d'action, puisque 50%, donc, comme je vous le disais, sont évitables, liés à nos habitudes de vie, notre alimentation, notre sommeil. Si je suis persuadé que le sommeil, c'est quelque chose qui n'est pas forcément utile, et ça sera préférable de faire une série Netflix de plus le soir ou de réviser parce que mon activité diurne est préférable, forcément je ne vais pas plus dormir. Il en est de la même chose que si les gens me jugent ou que j'entends un président de la République dire qu'il dort 4 heures par jour. Donc je pense que c'est énorme, vous voyez. Donc, ou que je ne me sens pas capable de me coucher à 10 heures parce que je pense que je ne vais pas m'endormir. Et tout ça, c'est important de le déconstruire et de l'évaluer et de suivre dans le temps. Donc voilà brièvement, et je vois que c'est Timekeeper. C'est parti, je m'arrête là. Non, mais je vous arrête pas net. Hein. Merci pour votre attention. Bon, merci beaucoup. De toute façon, on continuera à détailler, mais probablement certains d'entre vous ont des questions ou des témoignages même à apporter. J'étais très surprise par le chiffre 1 décès par mois en médecine. Et alors moi, je ne suis pas toute jeune quand même. J'ai fait mes études entre 1995 et 2005, vous voyez. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, il y avait plein de mesures pour essayer de protéger et d'améliorer justement l'état de santé des étudiants. On a eu le droit au fameux repos compensateur. Moi, j'étais dans un département de médecine générale à Paris 12. On avait accès à des groupes BALINT, donc de réunions, etc. On avait un tuteur référent. Et j'avais vraiment l'impression, moi, à mon arrivée, en plus je suis arrivée, il n'y avait plus de bisoutage, que les choses allaient de mieux en mieux. Et là, ce que je suis en train de comprendre, c'est la dégringolade. Est-ce que c'est lié simplement aux politiques de l'hôpital qui ne va pas bien et du numerus clausus et du manque de moyens, etc. Ou est-ce que vous avez pu identifier d'autres facteurs? Et ce chiffre, est-ce qu'il est stable? Voilà. Pourquoi finalement j'ai l'impression qu'à partir des années, je dirais 2000, je sens vraiment un infléchissement des mesures qui semblaient être plutôt positives, moi, je vous dis entre 95 et 2000, au sein des universités. L'hôpital étant malheureusement autre chose. De toute façon, faut comprendre,
on est sur un sujet complexe et multifactoriel. Donc il n'y a pas une raison plus qu'une autre. Bon. Ce qui est certain, c'est que la crise Covid a agi comme un révélateur à bien des égards. On s'est trouvé devant une situation assez exceptionnelle, et en particulier les étudiants. Et il y a eu à la fois la souffrance liée à l'isolement, parce que quand on est jeune, on a besoin de rapports sociaux, c'est important d'être dans un groupe, de l'appartenance à un groupe. Et puis, au niveau du système de santé, alors là, on a fait preuve d'une créativité extraordinaire. Pour la première fois, on a dit aux soignants, débrouillez-vous, c'est pas grave. Non, c'est pas permis, mais là, c'est pas grave, allez-y. Et alors là, les gens ont inventé toutes sortes de choses, ont rompu totalement les codes, les organisations de travail, et ont réalisé des miracles. Et puis, ils se sont dit, enfin, on nous a compris, finalement. On a compris qu'il fallait nous laisser un peu notre créativité. Et puis, il s'est passé exactement l'inverse, c'est-à-dire que une fois que les choses sont à peu près rentrées dans l'ordre, le reste est rentré dans l'ordre aussi, c'est-à-dire que tout est redevenu comme avant. Donc, si vous voulez, il y a eu une rupture importante, une souffrance importante, et puis ce qu'on aurait pu gagner finalement de cette crise, malheureusement, on ne l'a pas gagné. Moi, en tout cas, plus généralement, ce que je trouve, alors quand je discute avec des gens des différentes générations, mais y compris la mienne, j'ai des amis qui sont médecins et qui ont fait des études de médecine, il y avait quand même, avant, dans les études de médecine, un dispositif d'accompagnement par les pairs. Voilà. Tous les médecins parlent d'un médecin qui a compté dans leur vie, dans leur formation, qui a compté pour eux et qui les a aidés. Il y avait aussi les internats. Alors les internats, on en parle et on sait que tout n'est pas rose, c'est clair. Mais les internats, c'était aussi un lieu de vie. Ils sont en train d'être supprimés dans bien des endroits. C'était un lieu où les étudiants se retrouvaient, où ils pouvaient parler. Et dans les métiers qui ont un fort impact émotionnel, moi, je sais qu'en tant que DRH, par exemple, j'ai des réunions avec des pairs, et c'est très important, on se raconte nos petits malheurs, quoi. Le délégué syndical qui nous a insultés, enfin bon, tout un tas d'histoires, on se comprend, quoi. Les soignants, c'est pareil, ils ont besoin de se raconter des choses. L'internat, pour les jeunes, c'était un peu ce lieu. Et c'est vrai que ces lieux ont disparu au profit... je ne dis pas qu'il n'y a pas de relations sociales, mais il y a des grandes teufs, là, avec beaucoup de bruit. Mais ce n'est pas là qu'on discute, ce n'est pas là qu'on échange. Moi, je pense qu'il y a une évolution aussi là, dans les relations humaines, où plein de facteurs ont fait que malheureusement, ça ne s'arrange pas. Mais bien évidemment, il y a aussi qu'on travaille dans un système en tension. Ça, voilà. Je me permets de rebondir sur ce que vous dites, parce que je sais que nous avons le docteur Lalou là, qui justement s'occupe d'un programme d'entraide entre pairs. Vous avez peut-être envie de nous en parler. Oui, bonjour. Alors en effet, ce que vous venez de dire l'une et l'autre a fait écho, parce que donc moi je suis un des médecins intervenants du programme M. Donc c'est un programme qui a été créé en France il y a quelques années et qui est issu et qui a été conçu donc en collaboration avec un programme canadien qui s'appelle le PAMQ et qui est un programme donc d'aide aux médecins par des médecins qui sont donc des pairs aidants. Donc là, le programme existe en France depuis quelques années. Au départ, il n'était destiné qu'aux médecins, mais toutes catégories confondues, quel que soit l'âge, quelle que soit la spécialité. Aujourd'hui, il est aussi ouvert à d'autres professionnels de santé, que ce soit les infirmières, les vétérinaires. Et à chaque fois, c'est des pairs aidants donc, qui leur répondent. Et on est là justement pour... d'abord, les écouter. Et en effet, ce que vous dites est très vrai. Moi, dans tous les
les personnes que j'ai pu avoir au bout du fil, il y a beaucoup de jeunes. Et il y a beaucoup de jeunes, notamment, qui finissent leur internat ou qui viennent de s'installer et qui sont un petit peu perdus parce qu'ils se sentent en difficulté et ne savent pas à qui parler. Ils n'osent pas parler à leurs collaborateurs, à ceux avec qui ils ont créé un cabinet de radiologie, par exemple. Ils n'ont plus de relation vraiment avec leurs anciens collègues et ils se retrouvent en difficulté avec des angoisses. Et avoir un père à qui parler est vraiment important. Donc nous, c'est notre premier rôle, de les écouter, d'essayer de voir quelles sont leurs problématiques au niveau à la fois professionnel et personnel, et à partir de là, de les aider à réfléchir aux solutions qui seraient possibles pour aller mieux et à les mettre en place. Donc voilà, c'est une des possibilités de recours qu'ont aujourd'hui les professionnels de santé. Ce n'est pas la seule, mais voilà, c'est une en plus qui peut les aider. Juste peut-être pour rebondir sur la notion d'université versus hôpital. Moi, de mes souvenirs en tant qu'externe, même interne, notre vie, elle est à l'hôpital. À l'université, on prend les Ronéo. Il y a 3 personnes au bord du premier rang qui vont suivre les cours. J'exagère à peine. Donc l'université, moi, mon contact reste relativement modéré en réalité. Principalement, c'est soit les boîtes à colle, enfin ce que vous appelez ça comme vous voulez, où on va se retrouver et bosser et bachoter, ou soit seul chez soi, ou quand on arrive à créer des groupes de travail à plusieurs. Mais bon, dès que c'est compétitif, faut pas non plus trop. Et puis c'est l'hôpital. Donc et c'est pas vrai que sur médecine, c'est vrai chez les infirmiers, ils ont des cycles de formation qui sont quand même très intenses, c'est vrai chez les aides-soignants, parce que c'est un métier qui s'apprend de façon empirique encore. Alors il y a de la connaissance évidemment, mais ça s'apprend au contact du patient. Donc moi, ma grande question, et on essaie de sensibiliser les IFSI, les IFAS notamment là-dessus, c'est quelle est la capacité d'adaptation des professionnels qui sont devenir des professionnels de santé face à un environnement qui est de plus en plus compliqué. C'est pas tant l'écueil de l'université, parce que l'université, elle a un peu de moyens avec les budgets Crous, elle déploie des solutions de prévention, elle est présente, elle accompagne les étudiants, elles ont des ressources. Enfin, nous, ça reste quand même des très gros partenaires et on voit leur mobilisation au quotidien, mais ils sont démunis. Une université, 20, 30, 40, 50 000 étudiants, vous faites... avec un SIUMS, c'est disproportionné. Et puis, en tant que solution, très concrètement, on vous dit, oui, il faut que ça soit à peu près 1 euro ou 50 centimes par étudiant. Mais si on avait éradiqué le sida en distribuant des capotes, il faut me le dire. Moi, je n'étais pas au courant de ça. C'est pas en distribuant des choses, une application, qu'on va changer le monde. Ça ne marche pas comme ça. L'humain, il a besoin du temps, il a besoin d'un accompagnement, il a besoin d'une relation qui soit dans la confiance. Et donc, je pense qu'il y a éminemment besoin de nouveaux métiers. Ça sera certainement pas le monopole du médecin. Il va falloir des gens qui dédient du temps à la prévention dans les universités pour les étudiants et dans les entreprises. Et en santé publique en général. Donc, je pense qu'il y a des initiatives, il y a plein d'initiatives. Il faut les saluer, il faut les soutenir. Malheureusement, il n'y a pas de budget. Il n'y a pas une énorme volonté non plus. Et c'est bien de le dire, de faire une grande presse, mais il n'y a pas une vraie tangible volonté, et le monde du métier de soignant, il est à l'hôpital. Et l'hôpital, c'est un milieu qui est hostile, comme toute entreprise, mais particulièrement peut-être l'hôpital. Bonjour, je vous remercie pour votre présentation. Je suis interne de santé publique et j'aurais voulu juste revenir sur la consigne d'actionner la prise de conscience. Comment vous comptiez faire? Est-ce qu'il y a déjà eu des règles qui ont été mises en place? Et également revenir sur les éclaircissements, enfin avoir des éclaircissements sur la prise en charge justement pour les médecins qui se sentiraient un petit peu démunis face à leur parcours de l'internat. Moi personnellement, j'ai une expérience d'interne de médecine générale au départ, j'en ai fait pendant 2 ans avant de me sentir en situation d'échec et d'embrancher vers la santé publique. Et la principale peur que j'avais en fait, c'était la peur de sortir du circuit. J'avais beaucoup investi pour me retrouver dans ces études et en fait je me suis rendu compte que à la fin j'avais pas le profil vraiment pour continuer dans la médecine générale. Ça a beaucoup trotté dans ma tête, mais j'ai jamais vraiment pu me remettre en question, et surtout j'avais l'appréhension de si jamais j'arrête là, qu'est-ce qui va m'arriver, et surtout j'avais envie d'en finir le plus vite possible. Donc il y a vraiment ces 2 injectifs qui sont rentrés en
on va dire, en confrontation dans ma décision. Et c'est vraiment, en fait, à la fin, c'est la fac qui m'a dit, bon, bah, il va falloir quand même que tu penses à trouver une autre voie. C'est là que j'ai dit, oups, bah, il faut quand même effectivement que je change de situation. Donc j'aurais voulu savoir un petit peu ce qui a été prévu à cet effet. Donc autant sur la partie des actions que sur la partie de prise en charge. Est-ce qu'il y a des dérogations qui sont mises en place? Parce que justement, je me suis rendu compte que dans le parcours, il y a très peu de dérogations et c'est difficile de savoir ce qu'on va devenir après. Merci pour le partage. Plusieurs sujets. Effectivement, je ne maîtrise pas le sujet de fond sur les nouvelles réformes de l'internat, mais de ma connaissance, à ma connaissance, et sur les années sur lesquelles moi j'ai été formé, on a cette capacité de changer de spécialité. Et avec la nouvelle réforme, il me semble que maintenant il faut repasser les ECN. J'ai un doute là-dessus, mais ça montre quand même à quel point, quand vous choisissez quelque chose, une spécialité pendant votre internat, si vous vous sentez enfermé avec une incapacité de pouvoir changer sur des spécialités qui nécessiteraient peut-être un temps de formation nécessaire, mais qui redonne un champ des possibles, ça donne une vraie fenêtre, une vraie bouffée d'oxygène. Donc je pense que c'est déjà une stratégie d'adaptation qui a été à saluer, et bravo pour ça, parce qu'effectivement, s'entêter et rentrer dans une situation qui va générer de l'anxiété avec une incapacité de gestion derrière, ça doit être très très compliqué. Sur cet aspect-là, je pense que je ne serai pas très pertinent pour répondre, donc je m'abstiendrai. Deuxième élément sur qu'est-ce qu'on fait des professionnels de santé qui se sentent en situation de vulnérabilité. En fait, c'est une vraie question de santé publique. C'est qu'on ne peut pas intervenir avec un dispositif comme ça s'il n'y a pas une structure d'aval. Quand vous passez 100 personnes sans salariés dans un dispositif comme le nôtre, on va avoir entre 1, 2, voire 3% de personnes qui sont en épuisement professionnel sévère. Vous en avez à peu près, chez les soignants, vous en avez 30 à 40% dans nos statistiques qui vous disent « je me sens en épuisement professionnel, mais je refuse d'en parler ». Chez les étudiants, vous en avez, je vais vous faire voir les statistiques, mais j'ai manqué de temps, j'ai trop parlé. Vous avez dans les universités entre 9 et 10% d'étudiants qui vous sentent en dépression, mais qui refusent d'en parler. Vous allez dans les missions locales, donc missions locales, structures qui favorisent l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté, en vulnérabilité, vraiment vulnérables. Vous en êtes à plus de 15-20% qui sont en état... Donc ça veut dire que si vous n'avez pas anticipé qu'est-ce que vous allez faire de ces personnes qui vous disent que ça va pas bien, en fait vous les renvoyez chez eux et puis ça va pas mieux. Donc il y a une vraie question d'avoir un recours rapide et précoce auprès d'un professionnel. Tout notre métier, c'est il faut en parler, on va en discuter, et voilà là où on peut en discuter, mais quand il y a cette conscientisation, il y a ce passage à l'action. Ça, c'est vraiment très axé santé publique. Côté santé au travail, c'est la capacité de l'individu à avoir un pouvoir d'agir à titre personnel sur ses comportements. Je peux peut-être mieux prioriser mes missions, je peux peut-être lâcher prise, je peux peut-être travailler sur la respiration, je peux peut-être me mettre au sport, je peux peut-être faire attention à mon alimentation, je peux peut-être être dans la communication non violente, je peux peut-être arrêter de juger les gens. Enfin, je peux faire plein de choses déjà pour améliorer mon écosystème. J'ai un pouvoir d'agir et j'ai une responsabilité. Mais aussi, j'ai aussi des besoins et des attentes. J'ai besoin que mon organisation de travail, dire à mon cadre, dire à mon chef de service, pas de façon personnelle et subjective, mais que le pouvoir du collectif lui remonte. Tu vois, chef de service, tu as peut-être 30 personnes sous ta responsabilité, 80% d'entre elles pensent qu'il faut redéfinir les limites et les missions de chacun. Et au lieu d'aller chercher peut-être quelque chose qui est peut-être à côté de la plaque et qui va, parce que lui il pense que c'était pertinent de faire ça. Donc c'est important de remettre de la stat et donc du pouvoir d'action à l'individu mais au collectif. Merci pour vos présentations. Je suis directrice d'un service de santé étudiante universitaire. Vous avez rencontré mes confrères de Clermont-Ferrand et de Tours, je crois. Donc j'aime beaucoup votre approche. J'avais deux questions importantes. Alors je pense que juste en aparté, c'est important de souligner que toutes les professions de santé, les étudiants des IFSI, maïeutique, orthophonie, kiné, sont aussi atteints par ces problématiques. En fait, vous avez raison de le rappeler. Merci. Oui, je crois que c'est important, donc c'est peut-être plus visible. Et d'ailleurs, première question, comment avons-nous cette statistique d'un interne qui décède par mois en France ? Qui l'a fait? Quelle est la fiabilité et quelle est l'évolution? Et la deuxième question, peut-être plus pour vous, Dr Abros, comment, comme c'était un petit peu petit sur vos diapositives, quelle est la méthodologie qui produit ces données statistiques et enfin, on pourrait peut-être le détailler plus tard, ou je regarderai sur votre site, mais ça m'intéresse de savoir comment vous y prenez pour produire cette analyse en fait quantitative. Merci.
Alors, concernant la statistique, justement, il n'y en a pas. C'est bien le problème. Moi, je plaide pour que... parce que pour résoudre un problème, il faut le poser. Vous voyez, moi, quand j'étais à l'école et que j'avais appris les maths, on posait le problème avant de le résoudre. Bon. Et là, en fait, personne ne veut le poser. Il y a un petit souci. Personne ne veut s'engager et mettre la main dans l'engrenage. Et donc, ce ne sont pas des statistiques, ce sont des estimations qui émanent. Alors, il y a un certain nombre de thèses qui ont sorti des chiffres. Il y a les représentants des étudiants qui sortent des chiffres également. Il y a ma propre expérience, puisque moi, je suis souvent en contact avec, malheureusement, des familles qui ont perdu un proche. Et donc, ça arrive très fréquemment. Voilà. Mais quand je dis en moyenne, c'est une moyenne qui est toute relative et il ne s'agit aucunement de statistiques officielles. Et moi, c'est une de mes revendications, si je puis dire. Je pense que ça vaudrait vraiment le coup de savoir un petit peu où on en est là-dessus, quoi. Voilà. Et sinon, sur les autres professions, enfin, les autres formations de santé, une chose que je voulais dire, qui est quand même un truc... quelles que soient les formations, hein, je ne l'ai pas dit, mais sur mes 3 filles, j'en ai une autre qui est orthophoniste. Alors, vous voyez, je sais pas, pourtant, il n'y a pas de médecin non plus dans la famille. Je ne sais pas ce qu'il leur a pris à toutes, là, mais bon. Et c'est vrai que toutes les professions de santé sont touchées. Et il y a quelque chose de commun à ces formations, c'est qu'elles sont en silo, finalement. C'est-à-dire que si vous vous êtes trompé, si vous vous rendez compte que finalement, c'était pas votre voie... faut recommencer à zéro, quoi. Il n'y a pas de passerelle, il n'y a rien. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Les jeunes, ils essayent de tenir, parce que vous imaginez bien, c'est pas facile d'aller dire à ses parents « Ah je suis en 3e année, mais franchement, là, non, c'est pas ça, quoi. » Ils se disent là, ça coûte cher, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc. Ils vont pas le dire non plus, ni à leur maître de stage, à leurs enseignants, parce qu'ils vont se dire alors là, on va dire que je suis un mauvais professionnel. Et puis, inversement, le système, en plus, ne les aide pas. Moi, j'ai été en contact avec des internes en fin de parcours, avec des parcours chaotiques, des stages qui n'étaient pas validés, qui ont été refaits, des allers, des retours, etc., pour qu'au bout de toutes ces années de travail, on leur dise « Non, tu ne seras jamais médecin. » Mais attendez, c'est pas au bout de 10 ans qu'on dit ça à quelqu'un, quoi. Il faut anticiper. Et donc, il y a à la fois la difficulté des jeunes, lorsqu'ils sentent qu'ils ne sont pas à l'aise dans la formation qu'ils ont choisie, à l'exprimer, c'est pas facile, mais il y a aussi l'entourage qui finalement ne les aide pas non plus à s'exprimer. Il n'y a pas d'orientation, et c'est vrai que ce sont des filières en silo. Hein. Vous ne passez pas d'infirmier à orthophoniste, par exemple, hein, c'est l'un ou l'autre. Hein. Et si ça ne vous plaît pas, vous recommencez à zéro. Voilà, c'est comme ça. Rapidement ? Oui. Très rapidement. Ou pas. Oui, mais allez-y. Donc rapidement. On n'a pas envie de s'arrêter là, c'est sûr. Donc on utilise principalement tout ce qui est approche thérapie cognitivo-comportementale. On ne parlera pas de thérapie, mais de prévention cognitivo-comportementale. Et ce qui nous intéresse, c'est de modéliser globalement la perception de la norme, la croyance normative et l'auto-efficacité des individus. Donc pour ça, on va les questionner sur des questionnaires avant et après exposition pour voir la modification de ces indicateurs-là. Ces indicateurs qu'on suit en fait dans le marketing pour vendre des produits, en fait, ce qui est quand même hallucinant quand même entre nous, c'est que Coca, McDo, Philip Morris arrivent à vous vendre de la joie avec un produit qui délibérément vous enlève un capital santé. Et nous, on n'arrive pas à vendre de la prévention pour allonger le capital santé. Je dis ça, je dis rien de plus. Hein. Mais vous avez compris l'idée. Donc si eux sont très forts pour pouvoir utiliser des méthodes d'évaluation pour voir s'il y a de l'engagement pour acheter leur produit qui vous veut du mal, pourquoi on n'utiliserait pas les mêmes méthodes pour voir si le produit vous veut du bien, vous voyez ? Donc c'est un peu ce qu'on fait. Et puis sur la partie des risques psychosociaux de l'épuisement professionnel, quand on rentre dans le volet santé au travail, en fait, ce qu'on regarde, c'est l'impact émotionnel des facteurs de risque de l'organisation de travail. Moi, ce qui m'importe, c'est de savoir, quand je pose la question aujourd'hui, est-ce que vous ressentez une exposition aux consignes floues, aux deadlines ou à l'interruption de tâches dans votre métier ? Si vous me dites oui toujours ou jamais, ça ne va pas avoir le même impact. Deuxièmement, si vous me dites oui toujours, je dis ok, très bien, mais quelle émotion ça génère chez vous ? La colère, la peur, la tristesse, de la joie, du dégoût. Et cette émotion, en fait, elle va être caractéristique de votre stratégie d'adaptation. Donc par exemple,
Quand vous perdez de la joie, vous avez donc d'abord un effet de tristesse, parce que ce qui ne gère plus la joie, la compensation, évidemment, c'est une mécanique de tristesse. Et j'ai 2 possibilités. Soit j'affronte, je fight, j'ai la colère, soit j'ai de la peur et je flight. Et donc j'évite. Et ces stratégies d'adaptation, elles sont soit efficaces, soit dysfonctionnelles. Et donc c'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est comment l'individu réagit émotionnellement et s'adapte d'un point de vue comportemental, et est-ce que son comportement est fonctionnel ou dysfonctionnel. Et c'est ça qui est vraiment important pour caractériser la population, et on s'en fiche de savoir si c'est Paul, Pierre ou Jacques. Ce qui est important, c'est la dynamique de groupe. Vous voyez. Parce que c'est bien cet élément de croyance de la norme, de la représentation du mouvement, en fait, de cette dynamique qui nous importe. Bien évidemment, il y a toujours des red flags avec des populations qui sont très très vulnérables, et celles-ci, en fait, on doit libérer ce qu'on appelle la littératie en santé, cette capacité à s'auto-évaluer, se dire là, il faut que je dégage du pouvoir d'agir parce que je vois que chez moi ça dysfonctionne, et là, il faut que j'aille en parler rapidement. Oui. Écoutez, je vous remercie beaucoup. De toute façon, on continue. Et puis, je rappelle que le pitch, il y en a encore un qui va arriver. C'est le 20 juin. Et nous évoquerons l'impact des changements climatiques et environnementaux sur les maladies infectieuses. Voilà. Merci à vous. À bientôt.